Première vidéo de ce chapitre 3 qui porte sur la liberté et les devoirs. Chapitre 3 qui entame également une deuxième grosse partie dans le cours de philosophie, puisque nous avons, au lieu d'aborder la question plutôt de philosophie de la connaissance que nous avons vu dans les chapitres 1 et 2, ou un chapitre qui portait davantage sur la connaissance, la formation des savoirs, et la raison, nous allons aborder davantage dans cette deuxième partie la question de l'action, et donc la philosophie morale et la philosophie politique. Donc ce premier chapitre porte sur la question de la liberté, et en l'occurrence, et plus particulièrement maintenant dans cette première partie que nous allons voir dans ce chapitre sur la liberté, la réalité de la liberté. Sommes-nous vraiment libres? Et pour pouvoir aborder cette question-là, j'ai choisi un titre de partie qui est en fait une dissertation qui est déjà tombée au bac, qui est l'idée que suffit-il de se sentir libre pour être libre. La question qui est posée derrière, nous allons l'étudier et le travailler, c'est sommes-nous en mesure d'apporter la preuve que nous sommes libres? Alors on va voir tout un tas d'éléments. Alors déjà, la formulation de la question montre bien que je reste dans un schéma plutôt scientifique de connaissance. Savons-nous que nous sommes libres? Sommes-nous en mesure de le savoir? Donc on va continuer là-dessus. Donc nous allons toujours aborder les notions au programme comme celles de science, de vérité et de raison, mais dans l'optique de pouvoir prouver que nous sommes libres. D'accord? Donc en gros, voilà un petit peu le cadre de pensée dans lequel on va se trouver pour cette première partie. Nous allons avoir d'autres notions qui sont au programme, évidemment. Donc, voyons... alors, par rapport au cours que nous avons fait en classe, je ne traiterai pas de la question, je ne vais pas détailler le film que nous avons vu, Mon oncle d'Amérique, mais je vous invite à vous procurer le film et de le regarder et de revoir plus particulièrement la séquence que nous avons vue en classe. Donc je vais rentrer directement dans le cours écrit et notamment dans la tentative de définir une première fois, ça va être la première manière de définir la liberté, que nous allons voir, donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, commençons par la première chose, c'est-à-dire essayer de formuler cette intuition de liberté, à partir de laquelle nous allons essayer de voir qu'est-ce que on pourrait du coup amener comme preuve. Si on sait à peu près ce que l'on entend par liberté, on peut après proposer des preuves et une recherche possible de ce que serait la liberté. Et on verra que par en quelque sorte va-et-vient entre intuition et faits empiriques, nous modifierons petit à petit tout un tas de choses, et c'est un petit peu ce travail-là que nous ferons dans cette première partie. Donc, premièrement, essayons de définir cette première intuition de liberté. Alors, d'abord, on peut considérer que nous sommes habituellement des individus libres. On se considère comme tels. Que nous vivons nos vies dans un espace ouvert de possibles. Que nous réfléchissons régulièrement à certains possibles, nous refusons certains possibles, nous en choisissons un, nous préférons faire ceci plutôt que cela, etc. Ça veut dire par là que par ce schéma-là, nous nous sentons, nous considérons, nous avons conscience de notre liberté, et à ce moment-là, nous nous disons libres, parce que nous nous sentons libres. D'accord? Premièrement, ça, on pourrait dire que c'est le premier aspect de notre intuition de liberté. Deuxième point, nous pouvons rassembler nos forces et nous battre pour maîtriser des obsessions ou même des addictions. Nous avons cette impression de maîtrise de nous-mêmes, même si c'est difficile, même s'il faut employer des méthodes peut-être extérieures, comme des médicaments ou des choses comme ça, mais nous avons un certain contrôle sur nous-mêmes. Parfois même un contrôle sur nos pensées. Et pour le fait de maîtriser certaines choses, de s'empêcher d'en faire d'autres, nous méritons parfois des louanges, des récompenses, des félicitations.
Autrement, en cas d'échec, nous pouvons mériter et recevoir parfois ce qu'on pourrait appeler des châtiments, des punitions ou des mauvaises notes, etc. Ce qui veut dire que, avec la conscience de choix et de possibilités, avec l'idée également que l'on peut maîtriser nos actions et nos comportements, la liberté ne va pas sans ce qu'on pourrait appeler la responsabilité. Nous considérons que personne ne peut être sanctionné pour n'avoir pas fait quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Ça revient à une chose importante en droit, c'est que si cette personne ne pouvait pas faire autrement que le geste qu'il a fait, on ne peut pas le condamner pour ce qu'il a fait. Parce qu'il ne se maîtrisait pas. Nos réactions morales paraissent donc présupposer que parfois, même si nous avions mal agi, nous aurions pu faire autrement. Et dans la mesure où on considère que qu'il aurait pu faire autrement, on va considérer que son action est mauvaise. Donc nous pouvons résumer cette intuition de cette façon-là, de façon assez simple, savoir, donc, si vous avez compris, c'est une intuition qui est qui est quand même au soubassement de tout un tas de nos pratiques politiques, juridiques et morales, qui sera donc la première définition de la liberté, que nous appellerons L1, par facilité, quand nous raisonnerons au fur et à mesure de ce chapitre 3. Donc, nous pouvons dire qu'un acte est libre dans la mesure où il dépend du contrôle d'un individu. Cet individu sera considéré comme responsable de cet acte dans la mesure où il y exerce ce contrôle. On voit bien qu'il y a une interdépendance entre contrôle de l'action et responsabilité de l'action. Or, avec cette intuition où on considère que l'on peut exercer un contrôle sur son action et être jugé responsable de cette action, nous avons aussi, comme on l'a vu, et notamment dans l'enquête scientifique que nous avons vue avec Alain René et Henri Laborie dans le film, nous avons aussi l'intuition contraire, qui est la suivante: nous n'avons aucune maîtrise de nos actions, elles dépendent de déterminations biologiques, de comportements qui sont pas du tout choisis, sur lesquels nous n'avons aucun contrôle et aucune maîtrise. Aussi, on peut alors se demander si avoir le sentiment ou l'intuition d'être libre, puisque c'était la première intuition, est-ce qu'il suffit à dire que l'on est libre? Dans bien des situations, la liberté humaine peut relever de l'imaginaire de l'illusion, plus que de la réalité. Quoi que nous fassions, rien ne change. Les choses se déroulent telles qu'elles étaient en quelque sorte déterminées par nos comportements, presque une sorte des comportements animaux, quoi. Ce sentiment d'absence va avec l'intuition qu'il y aurait une sorte de sort, quelque chose qui serait déjà déterminé à l'avance, qu'on appelle le destin. Cette intuition va avec ce qu'on peut appeler la croyance au destin. Aussi, nous pouvons on peut donc écrire la problématique sous cette forme-là. L'homme est-il créateur de son avenir, ou bien cet avenir est-il déterminé par avance? On voit bien donc la distinction entre ces deux intuitions que nous avons en même temps et qui sont tout à fait contradictoires. Alors, je passe la question de la tragédie, du mythe d'Œdipe. Je vous laisserai, je la laisse là, vous pouvez mettre une pause sur la vidéo et relire ce dont on avait parlé. Il y a une grande imaginaire chez les Grecs de la tragédie et de l'idée que, en quelque sorte, les humains ne seraient pas libres
c'est quelque chose qui est assez fréquent dans la culture grecque. Avec l'idée qu'il y aurait une sorte de sort fixé à l'avance, des dés, alea jacta est, le sort est déjà écrit, enfin, les dés sont jetés, c'est ça que ça veut dire. Tout est déjà prévu à l'avance, et ça c'est une pensée qui a duré pendant très longtemps dans l'Antiquité grecque et romaine, cette idée du sort, cette idée du destin, qui a été en quelque sorte reprise par cette idée a été reprise par la culture catholique, la culture chrétienne. Alors là, c'était davantage un Dieu qui calculait et déjà déterminait à l'avance nos vies. Mais vous avez ça très important, qui est marqué de façon très importante dans notre culture. Donc ça veut dire que cette idée de liberté, elle est relativement récente, d'accord ? Elle est relativement récente, et c'est pour ça que nous devons, si on en a cette intuition, en quelque sorte, la démontrer. D'accord ? N'est-ce pas qu'une simple idée ? D'accord ? Alors, cette idée-là, cette intuition-là, cette idée que, en quelque sorte, tout serait déjà marqué, notre avenir, même notre présent serait marqué par quelque chose d'antérieur. Alors on peut la mélanger, en gros essayer de formuler cette grande idée, cette idée du sort que l'on retrouve chez les Grecs. On peut la comprendre, la formuler sous forme d'argument, qui a été déjà formulé par des penseurs bien avant les scientifiques, avec leur idée de loi de la nature que nous allons étudier. Sous cette forme-là, alors c'est un argument que j'ai simplifié ou formulé cette forme comme je le fais d'habitude avec P1, P2, P3, mais c'est un argument que l'on retrouve notamment dans un texte de Lucrèce qui s'appelle de la nature, d'accord, ou en latin le de natura rerum, des choses naturelles. Alors, cet argument, on peut l'appeler l'argument de l'impossibilité de la liberté. Alors, il est assez simple, cet argument, je vais le formuler de façon à ce que vous compreniez. À partir de là, nous allons former tout le cours. Alors, cet argument, c'est ceci. P1, le passé est maître du présent et de l'avenir. P2, deuxième prémisse, vous n'êtes pas maître du passé. Troisième prémisse, vous n'êtes pas non plus maître de la façon dont le passé maîtrise le présent et l'avenir. Donc, comme le passé est maître du présent et de l'avenir, que vous n'êtes pas maître du passé, mais que vous ne pouvez pas non plus modifier comment le passé influence le présent et l'avenir, vous ne pouvez pas maîtriser le présent et l'avenir. D'accord ? Cet argument révèle donc une impuissance totale, une non-maîtrise. S'il y a non-maîtrise, il n'y a pas responsabilité, et donc il n'y a pas liberté. Vous avez donc l'argument en opposition totale avec la première intuition. C'est-à-dire qu'en gros, on défait cette première intuition de liberté. Clairement, c'est pas parce qu'on en a l'impression que c'est bon. Alors du coup, ça me permet de décrire un petit peu cet argument. Cet argument est tout à fait explicable et évaluable. On peut, c'est ça l'objectif de ce cours, c'est de montrer que l'intuition première de liberté est valable. Et pour pouvoir modifier cette intuition, il va falloir se mesurer à cet argument, travailler cet argument. Cet argument, il va falloir l'examiner et voir à quel point il ne tient pas. Donc, on peut faire et décrire cet argument de cette manière-là. La première prémisse, le passé, maître du présent et de l'avenir, c'est ce qu'on va appeler le déterminisme, que nous étudierons au fur et à mesure. Tout événement né de causes antécédentes. L'état du monde, à tout moment, est le résultat nécessaire de son état immédiatement antérieur et évolue à partir de ceci, conformément à des lois immuables. P2, vous n'êtes pas maître du passé. Alors c'est une idée assez évidente peut-être, mais il y a derrière l'idée qu'il y aurait une cause première à toutes les causes. Laquelle? Nous verrons ça. Troisième prémisse, vous n'êtes pas non plus maître de la façon dont le passé maîtrise le présent et l'avenir. En gros, nous ne sommes pas maîtres des lois de la nature, nous ne pouvons pas les changer. Donc, cet argument est valide. Tout s'enchaîne, font que la conclusion est imparable. C'est l'argument auquel souscrivent les déterministes, et voire même les incompatibilistes qui considèrent que nous ne pouvons pas, si nous souscrivons à cet argument, considérer qu'il y a de la liberté. Voilà pour cette première vidéo du chapitre 3.